On va démarrer. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Le management par les compétences, un triple enjeu pour le collaborateur, le manager et évidemment les RH. Et pour m'accompagner en ce début de journée, je reçois Alexandre et Blandine. Bonjour Blandine. Bonjour. Bonjour Alexandre. Et bonjour Christophe, bonjour Blandine. Blandine, je te laisse te présenter, nous présenter ta boîte. Oui, alors moi je suis Blandine Dolé, je suis directrice de la transformation RH et communication pour Rennes School of Business. Donc Rennes School of Business, en fait, c'est une grande et belle école de commerce à Rennes. Voilà. Génial. Combien de collaborateurs? Alors on a 320 permanents et un peu plus de 600 intervenants. Top. Et Alexandre? Bah écoute, pareil, Alexandre, je te laisse nous présenter. T'es chez Lucas, mais peut-être resitue-nous un peu Lucas dans l'écosystème RH. Lucas, c'est un éditeur de logiciels français, plutôt spécialisé RH et finance, qui permet aux entreprises d'être plus efficaces et à leurs collaborateurs d'être plus engagés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on édite 14 applications en ligne qui permettent de passer moins de temps sur les sujets qui coûtent pour en passer plus sur les sujets qui comptent. Donc, que ce soit simple de poser ses congés, contrôler ses notes de frais, développer ses compétences ou organiser ses campagnes d'entretien. Et moi, ce que je fais chez Lucas, je suis associé et en charge de la gamme des produits de talent management, c'est-à-dire ce dont on va parler ce matin. Génial. Alors, ce dont on va parler ce matin, les compétences, c'est, je dirais, en 2024, le sujet le plus scruté et la priorité des équipes RH et des entreprises. Il n'y a pas de secret. Même nous, au niveau du média, c'est le sujet qui génère le plus d'attraction cette année. Alors, le deuxième, je vais pas mentir, derrière l'IA. Mais quand même, ça fait quand même quelques années où la place de la compétence, je trouve qu'elle a pris énormément d'importance aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un lien direct avec l'IA, on l'évoquera. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on sait que dans les 3-5 ans à venir, il y a plus de la moitié des compétences existantes qui vont être transformées. Donc c'est un véritable défi et un grand chantier, entre guillemets, pour les équipes RH d'anticiper l'évolution de ces compétences pour leurs collaborateurs et ça va impacter, on le sait, tous les secteurs d'activité et tous les métiers. On va s'appuyer pendant ce webinaire sur quelques chiffres qui sont issus d'une étude, je crois, Alexandre, récente qui a été menée par Lucas. Juste, tu peux nous situer la méthode de cette étude, combien de personnes ont été sondées? Oui, bien sûr. On a en fait organisé le baromètre des aspirations professionnelles des Français, qu'on a sorti il y a 3 semaines. En fait, on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Augmented Talent pour interviewer plus de 2000 Français de différents âges, de différents profils, pour savoir en fait quelle était la place de leur carrière dans leur vie. Et non seulement je vais pouvoir parler de quelques chiffres, mais en plus on va jouer aux devinettes, si je me souviens bien, Christophe. Ouais, on va en faire une tout de suite pour démarrer, on va démarrer par quelques chiffres pour contextualiser un peu. Première devinette, c'est à votre avis, les salariés ont-ils conscience du fait que les métiers vont fortement évoluer? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ont répondu les collaborateurs en termes de pourcentage, ceux qui sont conscients réellement qu'il va y avoir une forte évolution des métiers dans les années à venir? Et on imagine que ceux qui en ont conscience voient peut-être leur carrière déjà différemment et se disent il va falloir peut-être que je me forme, que je m'auto-forme, que j'aille rencontrer l'équipe RH pour développer mes compétences, voir mes possibilités de carrière à venir. On est une centaine pour l'instant, je vous laisse voter. C'est ce que je vote pas parce que j'ai la réponse. Je veux pas biaiser les résultats. On vérifie que tout le monde est bien réveillé. Vous êtes 62 à avoir voté. Encore quelques petites secondes. Puis pendant ce temps-là, nous, on se repose pendant que vous votez. Statistiquement, il y a 38% de nos participants qui dorment. C'est C'est ça. un premier chiffre, C'est ça. un premier chiffre intéressant. Allez, vous êtes 70 à avoir voté.
qu'est-ce que ça donne? Donc, vous pensez en majorité, mais bon, c'est assez serré quand même, vous êtes plutôt parti sur 39% des répondants. Alexandre, toi qui as 39% des le répondants savoir. Ouais. 39% des répondants sont conscients que leur métier va évoluer. Eh bien, vous êtes réveillés, mais un peu pessimistes. C'est-à-dire que selon notre baromètre, 63% des salariés qu'on a interrogés sont conscients que leur métier va évoluer. Et en fait, ça va un peu plus loin, c'est 10 points de plus, 73% pensent qu'ils doivent développer des nouvelles compétences pour s'adapter. Et donc ça, c'est quand on demande aux collaborateurs. Quand on demande à des personnes qui sont managers, ça monte à 84%, la proportion de managers qui estiment que les membres de leur équipe devront développer de nouvelles compétences. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça veut dire que le constat, il est partagé. Et il faudrait effectivement vivre dans une grotte pour se dire que rien ne change, que le monde du travail évolue assez peu, et que finalement, ça va plutôt moins vite qu'avant. Hein, donc c'est tout l'inverse que les Français vivent au travail, c'est tout l'inverse que nous voyons. Alors nous, c'est nos 8000 clients, mais je suis donc dont RN Business School fait partie. Et donc en fait, c'est ça c'est la seule constante, c'est que ça change. Blandine, tu as ce ressenti aussi en interne chez toi? Oui, oui, complètement. En fait, nous, on a proposé un peu comme une bouteille à la mer, une intervention d'un de nos professeurs qui est spécialisé dans l'IA, de 2 heures à midi, en fait, en disant qui veut vient, il va nous parler de l'IA et nous dire un peu comment on prompte et comment on peut utiliser de manière sécurisée ces outils-là. Et en fait, il y avait la queue devant la salle. Mais là, tu me parles de l'IA, ça veut dire que pour toi, de toute façon, c'est le facteur principal qui fait que les compétences vont être transformées, c'est l'IA. Je pense que c'est le premier ressenti des gens, ouais. Ils se disent qu'il y a un truc à jouer, en fait, et qu'il y a du temps à gagner et de l'efficacité à gagner. Et donc, on fait 3 fois, en fait. On a fait 3 déjeuners comme ça. Et tout le monde est passé, là, pour nous, ça y est, à l'école. Et donc là, on va passer dans un modèle beaucoup plus de training, en fait, avec notre Digital Academy. Mais oui, ça se ressent, c'est visible chez nous. Alors, je rebondis sur ce sujet rapidement. On avait fait une étude, nous, sur l'IA en début d'année, et 64% des RH indiquaient ne pas avoir intégré l'IA à leur plan de formation en 2024. Toi, t'en es où, par exemple? Nous, c'est dans notre stratégie, donc on n'a pas, on s'est pas posé trop la question. En fait, on se rend compte qu'il y a actuellement plusieurs personnes dans l'école qui ont pris ce pli-là déjà depuis, parce qu'on a aussi des chercheurs à l'école et beaucoup d'internationaux, donc peut-être ça joue, mais en tout cas, nous, on avait déjà pris ce virage-là depuis 2-3 ans. Mais maintenant, l'idée, c'est que tout le monde, c'est d'emmener tout le monde. Donc c'est un autre travail, en fait. Et donc de faire en sorte de les accompagner et de les former. Et en fait, surtout de leur faire franchir le cap de faire un prompt. Une fois qu'on a fait un prompt une fois, on s'est rendu compte du gain de temps que ça pouvait représenter et finalement de la facilité que ça pouvait être. Et en fait, tout le monde là est demandeur. Tout le monde veut faire des formations, veut continuer parce que c'est plus de vie de famille, c'est plus de temps pour faire autre chose et d'avoir plus de valeur ajoutée aussi humaine au travail. Donc Alors, oui, c'est quoi intégré. dans ce contexte, du coup, si on doit présenter comme ça les grands enjeux de l'évolution des métiers et des compétences, quel est l'impact à ton niveau, Blandine? Moi, j'ai trois grands sujets là sur la formation. Alors, je fais plus vraiment de plan de formation comme on pouvait en faire il y a quelques années parce que, pour moi, ça fait pas sens. On est plus sur une vision à 3 mois en fait de ce qu'on va faire. Mais par contre, on a des grands axes. Et nos 3 grands axes, ils sont stratégiques. C'est l'IA, bien sûr, parce que dans notre pédagogie aussi auprès de nos étudiants, c'est hyper important. Il y a énormément de choses à faire. C'est la santé mentale, parce que l'IA et toutes ces technologies font qu'on doit aller beaucoup plus vite et qu'on doit aussi prendre beaucoup plus soin de soi pour être créatif et pour être toujours efficace au travail aussi.
Donc, santé mentale, IA et management, parce que ça, c'est un énorme sujet chez nous, hein, c'est la responsabilisation des managers dans leur fonction de manager. Et ça se passe comment au niveau des managers, justement, des équipes, ces priorités qui ont été définies, comment elles sont partagées en fait? Comment tu mets ça en musique? Alors, en fait, ce qu'on Je avait viens de dire fait, on a perdu, on a perdu Alexandre. on a perdu Alexandre. Je pense que Tu sais, on a quand peut-être je dit une parle, connerie, il est parti. Il s'est dit mince, qu'ils disent des conneries, je m'en vais. on a retrouvé En Alexandre. fait, non, au contraire, frustration énorme parce que j'étais hyper intéressé, Blandine, par ce que tu disais. Et en fait, j'ai eu une alerte connexion instable et ensuite, boum, plus de connexion. Donc, toutes mes excuses pour ce problème technique. Okay. J'espère que vous m'avez pas. Donc là, il s'est passé le gag où vous m'avez posé une question et j'étais plus là, c'est ça? Non. On s'est juste moqué un peu de ton absence. Ok, vous avez bien fait. Donc, on parlait du management et des managers. Donc, nous, c'est un gros sujet chez nous, hein, parce que on a fait un plan d'accompagnement. On avait fait tout un parcours pour nos managers de formation. Et en fait, on s'est rendu compte que ils étaient super contents des formations qu'on avait fait, mais en réalité, dans les faits, on a du mal à mesurer là les résultats et vraiment les marches qui ont été franchies. Donc là, cette année, on prend une approche complètement différente. Donc, on va les réunir en fait en groupe en cercle de réflexion et de travail, et ils vont se poser un problème concret qui se pose à un des managers. Donc, par exemple, j'ai un salarié qui a une charge de travail trop importante ou qui se plaint d'avoir une charge de travail trop importante. En tant que manager, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai un salarié qui m'annonce qu'il a une maladie grave, type cancer. Qu'est-ce que je fais en fait? Et donc, ils vont se réunir par 6 ou 7, facilités en interne. Hein, on a des personnes qui sont formées à la facilitation en interne. Et ils vont trouver la solution et écrire en fait une forme de bonne pratique sur ce sujet-là. C'est la réponse en fait de l'école, de notre culture managériale à ce problème-là. Et petit à petit, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, on ait une vraie, quelque part, liste en fait des bonnes pratiques de notre culture managériale et de comment on répond à des problèmes. Et comme c'est leur problème, ça risque quand même de les intéresser. Et normalement, on ne tombera pas à côté, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu crées, tu renforces la culture managériale et puis du même fait la culture d'entreprise. Et dans ce contexte un petit peu d'obsolescence des compétences, d'instabilité aussi pour les managers, parce que ils vont eux aussi faire face à, je dirais même des compétences du futur qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, et puis potentiellement qui vont exister dans 6 mois. Parce que c'est ça la temporalité, hein. C'est pas de se dire dans 10 ans, avant on faisait des plans de développement RH à 24 mois, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, sur les plans de développement des compétences, faire du workforce planning sur des durées très étendues, ça c'est plus possible. Donc cette première étape de dire ok, nous on ressoude les managers, c'est top. Mais toi, côté RH, comment tu fais face justement à cette obsolescence des compétences et finalement à cette navigation à vue? Parce que toi-même, tu sais pas forcément encore quelles compétences vont réellement émerger dans le futur. Comment on fait pour pas se planter et se dire, tiens, on va recruter un prompteur ChatGPT aujourd'hui, alors qu'on le sait déjà, hein, un prompteur ChatGPT, dans 6 mois, il n'existe plus, tellement les solutions ont évolué et sont devenues accessibles. Et tu vois, on voit la différence entre ce qu'on faisait en janvier et aujourd'hui, ça n'a déjà plus rien à voir. Comment t'anticipes tout ça? En fait, moi, j'anticipe pas. Donc, le sujet est réglé. Et je vois une question à laquelle on n'a pas répondu. Facilitation ou co-développement, les deux. Je réponds à la question. Ça va être les deux. Suivant le sujet, si c'est un sujet de posture, ça sera plutôt du co-dev. Et si c'est un sujet plus technique, on fera de la facilitation. Pour revenir sur le fait de l'anticipation, on fait pas, nous on se laisse porter en fait, on se laisse porter. Par contre, on met des outils à disposition et on propose des chemins.
des parcours. Et donc là, par exemple, on a fait un partenariat avec LinkedIn Learning et on va proposer des parcours sur LinkedIn Learning, donc à nos managers, à nos salariés, plutôt sur un sujet pour nos salariés de gestion de projet, etc., parce que c'est aussi un sujet chez nous. Et on va en fait leur proposer un parcours qu'on pourra mettre à jour en fait en continu. Enfin, LinkedIn Learning, ça bouge tous les jours. Donc, on pourra aller chercher le nouveau truc ou celui qui est bien fait de manière très rapide. Donc, on monte plus en fait des formations. Enfin, moi, j'ai pas un plan de formation là sur l'année qui arrive avec des grandes dates, des grands rendez-vous, etc. C'est plus du tout comme ça qu'on travaille. Et on monte un programme qui s'appelle Mental Fit à l'école sur la santé mentale et ça va être pareil, que à distance et des rendez-vous d'échange en fait. On réserve l'échange à du vrai échange, c'est-à-dire de la discussion et pas de la formation. Alors, faut peut-être, vas-y. Juste pour situer, hein, tu as parlé de LinkedIn Learning. Je vais juste compléter pourquoi c'est intéressant pour ceux qui connaissent pas, parce que LinkedIn, en fait, se base sur une taxonomie de compétences de tous ses utilisateurs pour regarder les compétences qui sont ajoutées en permanence sur les profils et en déduire les compétences de demain. Donc, leur algo travaille sur ces modèles de compétences et c'est à partir de ça, de ces projections et des compétences qui arrivent, que les formats LinkedIn Learning de formation, de MOOC, de ce qu'on veut, sont créés. Donc, on est quasiment au plus proche de la réalité en termes d'anticipation des compétences à venir. Vas-y, Alexandre, excuse-moi. Non, c'était juste pour compléter ce que tu dis, Bonnie. C'est hyper intéressant de voir comment je dirais une organisation dont la raison d'être, c'est de faire apprendre aux autres, s'organise. C'est hyper intéressant, parce que c'est un peu le sujet dans le sujet. Il y a deux petits points que je voulais ajouter. Le premier, c'est l'OCDE a montré ils font des études régulières sur ce sujet. La dernière en date, elle explique qu'une compétence technique durait en moyenne 30 ans en 87, 2 ans aujourd'hui. Donc en fait, c'est l'exemple qu'on a pris sur embaucher une armée d'experts, de prompt engineers en IA, effectivement, est peut-être pas la meilleure, et peut-être pas le meilleur décideur. On se souvient tous de la grande mode des Chief Digital Officers. Il y a plus de Chief Digital Officers parce que, en fait, il y a 5 ans, 10 ans, quand on disait est-ce que votre boîte elle est numérique ou digitale, c'était comme aujourd'hui, si on pose cette question, c'est comme si on demandait en 1950 est-ce que votre boîte elle est électrifiée. Et en fait, ce rythme de changement technologique, il est tellement de plus en plus proche que la complexité est effectivement, et c'est ce que je trouve t'illustre, Blandine, dans ta stratégie, c'est le côté, en fait, ça va être l'adaptabilité, ça va être la formation interne, ça va être comment est-ce qu'on développe les gens qui sont déjà dans la boîte, avant d'aller d'abord recruter. Et ça, c'est un je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est très compliqué de recruter, hein, et surtout sur ces trucs un peu de pointe, donc on n'a pas le choix, à mon avis. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Alexandre, mais pas que dans les métiers digitaux, hein. Le Chief Happiness Officer, c'était aussi un bullshit qui n'existe déjà plus, hein. Et c'est vrai qu'on parle pas mal d'IA, de digital, etc. Mais en fait, c'est parce que ce sont des symptômes, parce que ce sont des symptômes qui sont plus forts que les autres, parce que comme ce que tu viens de dire, Blandine, en fait, ce sont des métiers qui sont plutôt à l'avant-garde, qui ensuite se diffusent, mais donc qui sont par nature tout le temps en pénurie. Et donc, comment on gère la pénurie de métiers? Et en fait, ce que j'observe, ce qui est très intéressant, c'est non seulement il y a des métiers complexes qui émergent de plus en plus vite, on a parlé de l'IA, mais il y a aussi les métiers simples qui se complexifient. On se souvient tous, il y a 1 an et demi, de la rentrée des classes 2023, où dans toute la presse, on faisait grand scandale du fait qu'il n'y avait plus de chauffeurs de bus en France. Parce que conduire un bus en 2023, c'était beaucoup plus compliqué que conduire un bus en 2003. Et en fait, et ça, si les boîtes, elles développent pas ce qu'il faut pour former, si on n'adapte pas la façon dont on accompagne les salariés dans des carrières qui se transforment au sein des entreprises, et en fait, dans plusieurs entreprises, ça, tout le monde le sait, ça fait un moment que ça a changé, mais on ne fait plus sa carrière dans une boîte, et bien en fait, on aura des entreprises qui n'auront pas les bonnes compétences, on aura du mal à recruter, et donc il y a un rôle prépondérant des RH à accompagner ces changements. Et je pense que ce que tu dis, Blandine, ça illustre ça, c'est que tu as pris une posture de, en fait, planifier, ça fonctionne moins bien qu'accompagner.
J'ai l'impression que Ouais. enfin, je veux pas trahir ce Mais que en tu as fait, dit, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. oui, non, mais c'est ça. Et après, ça veut dire, je voyais une question sur le droit à l'erreur parce que c'est très intéressant, en Ouais, effet, dans ce contexte-là. Parce que forcément qu'on se plante en, en continu quelque part, mais finalement, de parler de cette stratégie qui qui en est une, hein, mais qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école en RH, en tout cas. Euh, Ça permet aussi de faire comprendre qu'on va sans doute se planter, qu'on essaye des choses, que peut-être ça marchera pas, mais dans tous les cas, on pourra tout de suite rediriger notre action et arrêter un truc si ça marche pas, etc. Puisqu'on n'est pas engagé sur un gros plan avec des grands organismes, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ça permet une forme de souplesse. Le droit à l'erreur, moi j'ai beaucoup de questions là-dessus en interne aussi, et je réponds souvent que le droit à l'erreur, c'est d'accorder le droit à l'erreur aux autres. Parce que souvent, on parle de son propre droit à l'erreur, mais à son manager, par exemple, son manager a très très peu de droit à l'erreur en général. Ou le directeur, alors là, n'en parlons pas, la directrice, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, le premier, à mon avis, travail qu'il y a à faire dans nos organisations, c'est d'accorder un droit à l'erreur à nos managers, d'accorder un droit à l'erreur à nos directions. Et ça sera un échange de bons procédés. Et il y a évidemment, du coup, naturellement, dans cette culture, un droit à l'erreur pour tout le monde au sein de l'école, quoi. Après, on n'a pas le droit de faire 2 fois la même erreur. Ça, c'est pas OK. Mais on a un droit à l'erreur quand même. c'est intéressant ce que tu dis, c'est la première fois que j'entends. Que même les directeurs, les dirigeants ont le droit à l'erreur. Faudrait vraiment Ah l'inculquer oui, à certains collaborateurs, hein, en leur rappelant que c'est aussi des êtres humains et qu'ils ont aussi le droit de se planter. Mais effectivement, absolument. l'idée Oui. étant de ne pas reproduire 2 fois la même erreur. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus méthodologique parce que ce qui est intéressant, donc on a fait une partie 2 qui s'appelle les leviers efficaces d'accompagnement pour le manager et les RH. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre, toi, Blandine, comment tu mets en marche cette démarche compétence. On a rapidement parlé des formations. On sait que euh, quand tu ouvres un manuel, hein, RH, tu vas lire alors comment je fais mon plan de développement des compétences. Bah, je vais faire un référentiel de compétences, je vais faire des entretiens annuels, je vais en déduire un plan de formation. En général, je vais le faire au mois d'octobre, il va être figé pour 15 mois. Je vais le déployer. Ah bah s'il y a une nouveauté, tant pis, je la mettrai au programme 2026. Donc ça, c'était un peu les RH old school euh, qu'on a tous connus, hein. Donc on va discuter de ces points-là. Pour démarrer, Alexandre va nous refaire une petite intro chiffre. Alors je vous remets une petite question. Petite question sur le ressenti en matière de formation. À votre avis, non, ça c'était la question de tout à l'heure, pardon. Donc dans l'étude, il y a une question qui concernait la détérioration de la formation et le ressenti des salariés. Donc il y a des salariés qui ont dit dans l'étude, bah, nous on ressent une détérioration de la formation. À votre avis, il y en a combien? Et puis dites-moi dans le chat si vous, en même temps, vous avez l'impression qu'il y a une détérioration de la formation actuellement au niveau de l'entreprise, hein. Je ne parle pas de l'éducation nationale parce que là, on aura des chiffres beaucoup plus forts. Hop, voilà, des managers. 70 à avoir voté, comme tout à l'heure. Je vous laisse un petit peu de temps. On a la moitié des gens qui veulent pas voter. Les managers ressentent un trop-plein de distanciel, nous disent Marie. On pourra en parler. 80, 84, 85. Allez, fin du vote. Donc vous pensez à peu près, vous êtes plutôt sur 33%. Pas 33, mal. voire 47. Voilà. Et C'est tu me assez donnes marrant. l'autorisation, tu me donnes l'autorisation de révéler la réponse, Christophe. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc effectivement, quand on pose la question à notre échantillon de 2100 salariés français, nous, on a été assez surpris de voir que
finalement, il n'y a que 24% des salariés, que 24, qui déclarent ressentir une détérioration de la formation. Et parmi ceux-là, il y a 60, et tout ça, c'est parmi les 63% de salariés qui anticipent une évolution de leur métier. Ce qui est important, donc c'est que je fais le constat de mon métier change. Il y en a 52% qui ne se sentent pas accompagnés. Okay, il y a 2 autres chiffres qui sont intéressants, c'est il y a 73% des salariés qui se disent j'ai besoin de nouvelles compétences, mais seulement 20% osent en parler à leur manager. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est un peu ubuesque de je sais que mon métier change et que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, mais j'ose pas en parler au principal intéressé, à mon manager. Et en fait, ça fait beaucoup de chiffres, mais ce qu'on constate en fait à la lecture de ce baromètre qu'on pourra partager, c'est il y a 3 écueils que nous on rencontre tout le temps chez nos 8000 clients. Je voyais une question qui s'inquiétait dans le chat sur en gros si on remplace tout par l'IA, il n'y a plus le H de RH, etc. Non, en tout cas, nous, notre métier, c'est ce que je disais au début, c'est que on automatise ce qui est automatisable et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Je mets au défi quelqu'un de m'expliquer que c'est intéressant pour les RH de passer du temps à contrôler les notes de frais ou à suivre l'avancement manager par manager de qui a fait ces entretiens. Ça, nous, on l'automatise pour passer plus de temps sur ce qui compte, c'est-à-dire le dialogue managérial, former les managers, réfléchir aux compétences de demain, proposer de l'accompagnement. Ce que tu as mis en place comme stratégie, Blandine, ça prend plus de temps que de gérer un plan de formation. Ça prend plus de temps que de faire un Excel avec un plan de succession. Et donc, en fait, il y a 3 écueils qu'on voit tout le temps. Le premier, on en a parlé un peu plus tôt, c'est on se concentre sur le recrutement plutôt que de former les collaborateurs déjà présents. Et ça, c'est un gisement de compétences, d'engagement, de développement qui est énorme pour les entreprises. Donc, il y a un gisement inexploité dans vos boîtes. 2, c'est la formation. C'est toujours perçu comme uniquement une responsabilité RH. Alors que, c'est les chiffres que je viens de citer, c'est une responsabilité des managers soutenus par des dispositifs RH. C'est assez différent. Et troisièmement, c'est les échanges manager-manager ne sont pas assez réguliers. Donc, il n'y a pas de dialogue continu sur mon développement. Il n'y a pas de dialogue continu sur, au-delà de l'opérationnel, est-ce que j'ai les bonnes choses et est-ce que je fais ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Et voilà, c'est ça les 3 enseignements de ce baromètre, selon moi. Tu peux rappeler le nom du baromètre? On nous le demande. Je ne sais pas s'il est déjà accessible en ligne. Oui, il est accessible en ligne et on peut regarder ensemble sur comment le partager aux participants du webinaire. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait en préambule, Blandine, comment du coup tu identifies ton plan de formation? J'imagine que tu fais des entretiens annuels, que tu as quand même une bride de référentiels de compétences, des emplois repères. Comment ça fonctionne? Alors, on n'a pas fait un gros répertoire des métiers avec un répertoire des compétences et tout ça. On n'a pas eu le temps. Enfin, on est une petite équipe, nous, en RH, donc on va vraiment à l'essentiel. Par contre, Lucas nous a vraiment beaucoup aidé, très clairement. Parce qu'en fait, on a fait notre trame d'entretien individuel dans Lucas, ça c'est assez classique. Et en fait, dans cet entretien, on a rajouté une mesure de la performance digitale sur nos outils digitaux. Performance aussi environnementale, c'est-à-dire comment je me sens par rapport aux enjeux climatiques et on va dire un peu plus humaine, quoi. Et donc, ils peuvent, en fait, ils doivent, avec leur manager, se mesurer leur niveau, en fait, sur les différents outils digitaux qu'on a au sein de l'école. Et à partir de là, à partir de la notation qu'ils se mettent, ça leur permet de s'inscrire, en fait, dans des formations. Donc, on a un catalogue de formations internes, puisqu'on a ce qu'on appelle, nous, la Digital Academy, mais enfin, c'est le service IT qui forme les autres gens, pour parler clairement. Et puis, on a aussi défini un certain nombre de formateurs internes sur des sujets particuliers qui sont assez bons dans leur domaine, en fait, et qui vont pouvoir former les autres. Et donc, ils peuvent s'inscrire directement, en fait, quasiment pendant l'entretien individuel, ils vont s'inscrire sur une formation du catalogue. Donc, nous, on reçoit, en fait, toutes ces demandes de formation. Ça a résolu un gros problème chez nous pendant des années. C'est qui dit oui à quelle formation, pourquoi ton manager t'a pas répondu, pourquoi la RH répond pas, pourquoi machin. Donc maintenant, Et quand tu parles de ces entretiens, c'est quoi la périodicité? Nous, on le fait une fois par an.
et ils se revoient normalement une deuxième fois dans l'année. Mais ça, aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Donc, on va retravailler là-dessus. Il faut qu'on simplifie parce Ouais, qu'en général, quand les gens ne font pas, c'est que c'est trop compliqué. parce que je te pose la question directement parce qu'on a fait une étude en fin d'année dernière sur, alors plus globale sur les stratégies de rétention, de fidélisation des collaborateurs. Et sur la partie entretien annuel, donc évidemment, il y a 98% des entreprises qui pratiquent l'entretien annuel. Alors quand il y a une DRH, hein, évidemment. Mais 50% qui ne sont pas satisfaits du rythme actuel et ces mêmes 50% envisagent justement de faire évoluer le processus en le rendant soit biannuel, soit trimestriel. Mm. Est-ce que c'est des pistes qui sont aussi en réflexion chez toi? Parce qu'on se dit, bon, entretien annuel avec une deuxième partie, finalement, vu la vitesse actuelle de changement de l'environnement, des outils, est-ce que ça suffit un ou deux entretiens par an pour réajuster des plans de formation? Alors ça fait ça fait écho à notre démarche plutôt, enfin, qu'on peut appeler OKR, mais qui est une démarche en fait sur les objectifs pour ceux qui connaissent cette méthode, mais en fait on l'adapte, on ne fait pas des vrais OKR, mais et donc il va devoir y avoir un échange, mais sur la partie objectif. Et sur Lucas, c'est assez séparé. Il y a la partie entretien, donc on parle de soi, on fait un échange assez quali avec son manager. Et moi, je sais pas le démultiplier. Enfin, je me vois pas demander à mes managers d'en faire 3 par an, quoi. Par contre, il y a un truc sur le focus, quoi. Est-ce qu'on est bien en train de focuser sur la feuille de route qu'on s'est définie? Et peut-être qu'il faut mettre à jour, en fait, ces objectifs ou cette feuille de route au bout de 3 mois parce que les choses vont très vite. Et pour moi, il y a un grand élément dans la qualité de vie au travail, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin, quoi, qu'on est en train de dérouler les bonnes actions là où on est attendu et on va pas nous tomber dessus à la fin en disant mais c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et c'est ça aussi un peu le problème de l'entretien annuel une fois par an. Et là, on peut, nous, avoir un suivi et on doit avoir un suivi des objectifs avec nos salariés en tant que manager, beaucoup plus régulier qu'une fois par an, en fait. Et se dire, est-ce qu'on adapte l'objectif? Est-ce qu'on le modifie? Est-ce qu'on est toujours dedans? À combien de pourcentage de réalisation on est? Et ça, dans l'outil, on peut piloter ça hyper bien. Donc, voilà notre réponse. Après, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais on essaie ça. Écoute, moi, en tout cas, je trouve qu'elle est excellente, Blandine, parce que tu expliques hyper bien comment tu utilises nos produits, ça fait plaisir. Et surtout, en fait, moi, si on élargit la focale à ce qu'on voit dans les entreprises, ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'il faut faire d'un point de vue RH, selon moi. En fait, ça dépend de la culture, du rythme d'exécution de la boîte. Ce que tu as dit sur la différence entre le moment où on parle de développement et le moment où on parle d'objectif, c'est deux fonctions principales du manager. C'est-à-dire qu'un manager, ça doit entre autres développer son équipe, c'est-à-dire comment je la prépare à être meilleure à son job ou préparer celui d'après, et comment est-ce que je pilote l'exécution, comment est-ce que je m'assure que chaque personne, c'est-à-dire avec les bonnes compétences, travaille sur les bons sujets au bon moment. Et ça, c'est les objectifs. OKR est une méthode qui est très bien, il y en a plein d'autres. Et en fait, moi, je prends l'exemple de Lucas. Lucas, moi, je suis arrivé il y a 5 ans, on était 80. Aujourd'hui, on est 750. Donc, on grossit, on double de taille tous les 2 ans. Et donc, nous, le rythme d'exécution, c'est-à-dire qu'on fait plus de 50% de croissance tous les ans d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc, notre rythme d'exécution, il est plus soutenu qu'ailleurs. Et donc, j'ai des collaboratrices qui sont directrices aujourd'hui, c'est-à-dire elles managent des managers de managers. Et elles étaient contributrices individuelles il y a 5 ans. Et donc ça implique qu'on se soit vu très régulièrement parce que, en fait, il y a des gens qui rentrent dans leur équipe de plus en plus vite. C'est des équipes qui sont de plus en plus grandes. Et donc, il faut qu'on accompagne leur développement sur comment est-ce que je deviens de contributeur individuel à manager, de manager à manager de manager, de manager de manager à directeur. Et en fait, ça, dans une boîte avec un rythme d'exécution très important, il faut mettre des entretiens fréquents. Chez Lucas, nous, on a 4 entretiens par an. Ça peut paraître scandaleux pour plein de gens qui sont dans le chat. C'est juste qu'on ne parle pas des mêmes sujets. C'est-à-dire qu'on se voit tous les trimestres pour piloter l'atteinte des objectifs. Les objectifs, ils changent très souvent parce que la boîte change très souvent. Et donc, je prends un exemple tout bête. En 1 an et demi, à Nantes, on a déménagé 3 fois. Donc, en fait, les objectifs changent puisque le cadre change. Ensuite, donc, si je détaille comment on fait, c'est on a 4 fois où on parle de nos objectifs.
Et en plus, au cours de ces 4 fois, tous les 6 mois, on parle de développement. 6 mois, on parle de formation. Est-ce que tu as les bonnes formations pour avancer? Et on promeut beaucoup la formation interne à cette occasion. Et tous les 6 mois, on parle de carrière. C'est-à-dire, est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu peux faire plus? Et comme il y a des gens qui arrivent tout le temps, tu peux en encadrer. Et donc, de quoi tu as besoin comme formation, etc. Évidemment, c'est vrai pour une boîte qui est une scale-up dans la tech où tout va très vite. Quand on est chez Vuitton à la manufacture de sacs à main, évidemment qu'on est garant d'un savoir-faire millénaire. Le rythme n'est pas le même. Et en fait, s'il faut 7 ans pour bien faire le sac à main iconique, c'est de l'artisanat, c'est du compagnonnage, et on n'a pas besoin de se voir tous les 3 mois pour en parler. Et donc, ce qui est important, c'est d'adapter la fréquence des discussions managériales. Tu crois ça réellement, Alexandre, là? Non, ça se passe pas comme ça chez Vuitton, mais... Je te parle d'une manufacture de Vuitton. Je suis pas du tout en train de parler au département contrôle de gestion. Je pense qu'il se voit beaucoup plus fréquemment. Ça va un peu plus vite. Mais oui, on voit effectivement. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est une dimension hyper intéressante. Tu viens de montrer un exemple d'entreprise. Blandine est sur un autre exemple de culture managériale. Et dans ses plans de développement des compétences, de formation, d'attraction, de fidélisation, d'ailleurs, Blandine a commencé par ça, la culture managériale. Tout ça, ça demande une forte adhésion à la culture managériale. Je voyais dans le chat les gens nous dire ah ouais, c'est bien beau les entretiens faits par les managers, mais qui forment les managers? Et en fait, tout ça, il y a des gens qui vont détester aller bosser chez Alexandre, il y a des gens qui vont détester aller bosser chez Blandine, il y en a d'autres qui vont détester venir chez moi parce qu'on a tous les trois une culture managériale très différente. Et chacun va la travailler en fonction de ses objectifs finalement business. Tout à l'heure, tu disais, Blandine, nous, on a réuni des groupes de travail, ce qui permet déjà de renforcer cette culture managériale et ce qui permet aussi aux managers, j'imagine, de confronter leurs avis, même vis-à-vis justement de cette évolution des métiers, des formations, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux collaborateurs. C'est une réflexion quand même assez transverse. Et très réactive. Vous êtes dans le test and learn en permanence, j'ai l'impression, Blandine. Tu dis ça exprès parce que c'est le titre du bouquin de notre DG. Non, mais même pas, tu vois. Mais vous êtes en adaptation permanente finalement. Vous adaptez à l'environnement. Alors, nous, la particularité à l'école, c'est qu'on a une moitié de nos salariés qui sont internationaux, donc qui viennent de partout dans le monde. Donc, c'est une culture déjà qui est particulière. On doit s'adapter en permanence à la multiculturalité. Parce que c'est pas simple. Ça a l'air génial comme ça, mais c'est vraiment pas simple de travailler avec autant de cultures différentes dans un endroit qui est restreint. Voilà, donc tout le monde doit forcément s'adapter, ça c'est sûr. On travaille avec des jeunes qui ont certains 17 ans quand ils arrivent à l'école. Donc forcément qu'on doit s'adapter. On est les premiers touchés par les nouvelles générations, leurs nouvelles attentes, leurs exigences. Moi, je les appelle les intransigeants. Ils sont éternellement mécontents, mais je pense que ça va nous aider finalement sur leur attitude. Mais bon, pour le moment, c'est pas facile à gérer. Et en tout cas, oui, on est dans l'adaptation continue. On doit se remettre en question tout le temps. C'est pour ça que je suis jamais certaine d'avoir la bonne réponse en fait. Ça c'est une qualité puis c'est un défaut. Voilà. Je suis jamais sûre de ce que je suis en train de faire. Par contre, on le fait, on teste et on verra ce que ça donne. J'ai pas encore de résultats à vous dire. Je peux pas vous dire ça marche super. Je ne sais pas encore. Donc on pourra se revoir. Moi, je vous dirai si ça marche ou pas notre projet. Mais en tout cas, j'y crois quand même. J'y crois à ça. Parce que à l'intérieur de nos équipes, quand même, je voyais un truc qui va former nos managers à l'entretien individuel. Ouais. C'est une excellente question parce que moi, je suis allée à des formations sur les entretiens individuels. Je suis extrêmement déçue à chaque fois. Et je me rends compte, par contre, qu'en faisant témoigner, j'ai fait témoigner une manager avant l'été devant tous les autres managers qui raconte comment elle fait son entretien. Elle a inventé un truc qui est complètement dingue, en fait, avec des cartes de motivation et tout ça. Et en fait, on a des ressources complètement
étonnante en fait dans nos équipes. Moi, je suis toujours étonnée de voir ça. Et donc, ces cercles vont permettre d'échanger sur ces pratiques-là. Parce qu'en fait, les gens qui sont confrontés aux problèmes, ils trouvent des solutions. Et je crois plus à ça qu'à ceux qui sont un peu en... Enfin, c'est un peu dur ce que je dis, mais qui sont pas dans le problème, en fait. Et qui, du coup, vont nous faire... c'est bien aussi, mais voilà, on n'a plus trop de temps, en fait, pour ça. Tout à l'heure, tu parlais de la Digital Academy là, et je voyais dans le chat quelqu'un qui parlait du peer-to-peer, et justement, c'est une tendance assez forte aujourd'hui. C'est quelque chose d'ancré dans la culture chez toi? Ah bah oui, bah, à tous les niveaux. Nous, on a fait un truc là chez Danone avec nos étudiants qui a super bien marché. Donc, nos étudiants sont allés au siège social de Danone à Paris, dans la grande allée, enfin, je sais pas, une énorme cour intérieure en fait chez Danone. C'est très beau, leur siège. Et ils ont alpagué les gens, les cadres, les gens qui bossent là, tous les salariés, en disant bah, est-ce que tu veux que je te montre comment tu promptes et pendant une journée, en fait, ils ont fait ça. Ils ont eu un taux de satisfaction. Donc, ils avaient leur t-shirt Rennes School of Business et tout ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était trouver des stages, trouver des alternances et tout ça, hein, bien sûr. Mais il n'empêche que ça a été un moment d'échange intergénérationnel, technique, d'expertise, hyper intéressant. Et donc ça, moi, j'y crois vraiment à fond. Ouais. Parce que, en fait, à l'heure où on est là à distance, etc., c'est vraiment un truc qui se fait en multidimension, quoi. Pour l'instant, hein, on est à distance. Hein. Quand tu vois le revirement de situation actuelle, oui, c'est vrai. On se pose quelques questions, et c'est très bien ce que tu viens de dire. Tu réponds à Gilles c'est pour ça que je t'ai lancé une perche, qui nous dit comment gérer l'intergénérationnalité et la gestion de l'emploi des seniors selon vous. À vous écouter, on entend beaucoup parler des jeunes générations. Non, on ne parle pas que des jeunes générations, c'est un exemple parce qu'effectivement, on est plutôt sur cette population en tant que client pour Blandine, en fait. Ah bah oui. Et puis, on en parlait en préparant ce webinaire. On considère... ça dépend... je trouve que le curseur là de l'âge, il est mis de plus en plus tôt. Donc, c'est pas vrai. Enfin, moi, je vois plein de gens là. Celui qui a fait la sensibilisation à l'IA et au prompt en interne, je ne sais même pas quel âge il a, mais enfin, il est plus proche de la cinquantaine que de la vingtaine, en fait. Donc, c'est juste des gens qui s'intéressent, qui sont curieux. Et voilà, donc c'est pas une question d'âge, cette histoire. Non, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais par contre, il faut générer des échanges. T'as raison, j'approche de 50 ans et je sais parfaitement prompter. Ouais. Bah oui, non, mais c'est vrai. En fait, c'est une question d'intérêt, en fait. Hein. Oui. C'est pas une question. Alors effectivement, l'intergénérationnalité, c'est important parce qu'on sait que dans les années à venir, les vieux comme moi seront majoritaires sur le marché du travail. Mais c'est d'ailleurs une des problématiques de recrutement actuelles. Hein. C'est pour ça que tu as une bataille aujourd'hui pour recruter des jeunes. Hein. C'est pour anticiper justement ce vieillissement de la population active. Hein. C'est un des principaux facteurs aujourd'hui, hein. Alexandre. Oui, non, mais en fait, on parle des compétences dans ce webinaire et en fait, le gisement de compétences chez les seniors est complètement inexploité. Il y a effectivement un certain jeunisme en fait dans ce qu'on voit, mais ça reste énormément la partie émergée de l'iceberg. Effectivement, les sujets dont on parle, nous, on se fait le relais de sujets qui sont plutôt à la mode. On parle d'IA, on parle de compétences, mais il y a plein d'exemples qui sont moins cités. Toutes les énormes startups à succès, Amazon en tête, ont été fondées par des fondateurs qui avaient plus de 42 ans, à part Zuckerberg. Voilà. Et donc en fait, mais il y a une impression que ce n'est qu'aux jeunes. Non, et alors juste, nous trois, je suis désolé de vous l'annoncer, mais nous trois, on ne va pas réussir à faire taire ce débat. C'est un débat qui existe depuis Socrate. C'est-à-dire que Socrate. Je croyais que tu allais dire qu'on n'allait pas rajeunir le. Ben oui, Je me suis dit, où est-ce qu'il parle? Non, pardon de vous l'apprendre, mais
Mais je suis désolé, pardon, mais on va pas rajeunir non plus. Ça va dans un seul sens, quoi. Malgré tous nos efforts. Mais Socrate, Brassens, Orelsan, dans trois chansons, Brassens et Orelsan dans deux chansons différentes, et Socrate le disait déjà, c'est les jeunes font n'importe quoi. Les jeunes, ils respectent pas les anciens. Et voilà. Et ça, dans la sagesse populaire, c'est hyper développé. C'est si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et en fait, ça se cristallise sur le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, on met de l'intelligence et des compétences à profit d'une entreprise. Et donc, ça se voit beaucoup plus qu'ailleurs. Un des freins principaux en France dans le monde du travail, finalement, c'est notre culture. C'est notre culture, c'est ce qu'on nous enseigne. Tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés. Bah, typiquement, les gens, quand tu leur apprends ça, évidemment, ils vont pas aller voir leur manager pour leur dire il me manque telle compétence, tu vois. On a aussi une culture en France il faut pas dire, il faut pas faire, il faut se cacher, il faut pas parler d'eux, il faut pas parler de ça. Donc, on a aussi ce problème culturel à dépasser, hein. Et faire évoluer la culture d'un pays, ça prend du temps. Alors, ça évolue, hein. Mais je pense et je vois que ça a un impact direct par rapport au reste des évolutions. On reste ancré, on a un décalage en fait. Je trouve qu'il y a quand même un fort décalage. Pour finir, je vois qu'il est déjà 45, mais j'aurais bien aimé que Blandine, tu nous fasses une conclusion, parce qu'on a parlé des besoins salariés, principalement du rôle du manager, mais c'est quoi la place du RH aujourd'hui dans ce contexte d'évolution des compétences? Quel est ton rôle finalement vis-à-vis de l'accompagnement de ces managers? Alors, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu et je pense qu'elle est intéressante dans ce contexte, c'est de dire est-ce qu'il y a une validation des demandes de formation à un moment ou à un autre? Oui, il y en a une en fait et elle est même très organisée en fait. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des demandes de formation qui sont faites sur l'outil. Le manager va prioriser en fait. Il va prioriser en fonction de ses besoins. 1, 2, 3. Et la RH, elle va donner le go. C'est-à-dire qu'elle va dire « Ok, ça passe dans mon budget, en gros, et ça passe dans mes priorités stratégiques, donc on valide. » Et ensuite, nous, on automatise au max, donc il y a un certain nombre de choses qui va être automatisé, pas tout quand même, hein, mais il faut quand même les organiser après, tout ce petit bazar, mais voilà. Donc, le rôle, en fait, c'est vraiment, pour moi, le manager a un grand rôle en fait de dire ça c'est prioritaire pour moi, ça ne l'est pas compte tenu de mes objectifs, de mon activité, etc. Et la RH, elle a une vision plus globale et à nous aussi de proposer, de proposer des choses un peu innovantes, de proposer des parcours. Ça, on est en train, moi dans mon équipe, j'ai une alternante actuellement qui monte les parcours sur LinkedIn. Parce qu'il faut aller sur LinkedIn Learning, chercher, parce qu'il y a tellement de trucs, les gens ils n'ont pas le temps d'aller chercher ce qu'il faut et tout ça. Donc là, elle va sélectionner en fait des vidéos pour monter le parcours en fonction du cahier des charges que je lui ai écrit avec ChatGPT, mais ce qui permet en disant j'ai envie de ci, ça, il faut qu'on fasse ça. Et elle monte le parcours. Donc, il est là notre rôle en fait. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je crois qu'ils viennent de sortir une fonctionnalité d'IA qui te pousse les contenus en fonction de tes recherches. Ça devrait te faciliter la vie. Monitorer quand même ce parcours, et ça va être aussi le job des RH, de monitorer pour faire en sorte que tu as eu cette notation-là sur cet outil-là digital, tu dois avoir suivi cette formation-là en fait. C'est pas un droit, c'est un devoir là. Il faut que tu suives cette formation parce qu'il faut qu'à la fin de l'année, tu sois plus 3 sur 5, tu sois à 4 sur 5. Ouais. Et donc ça, c'est notre job de monitorer ça et de donner les billes aux managers pour qu'ils puissent dire à leurs équipes, en fait, c'est un devoir de se former. Ouais, après, moi, je vois vraiment la fonction RH aujourd'hui comme un promoteur, finalement, de toutes ces stratégies, de ces outils auprès des managers, et puis un facilitateur. Moi, je trouve que c'est les deux mots qui définissent le mieux la fonction RH moderne, c'est promoteur et facilitateur auprès des managers, finalement, pour les aider à mieux manager, anticiper les besoins de leurs collaborateurs. Je vous remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble ce matin. Merci Alexandre, merci Blandine.
Ce Merci. webinaire, j'espère qu'il vous a intéressé. Vous pourrez le retrouver sur MyRHline dès demain matin et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée tout le monde.